Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser les cas d'utilisation UML pour réfléchir aux besoins du client. La réflexion autour des cas d'utilisation, c'est le point de départ de tout processus de développement. La question principale à laquelle on cherche à répondre, c'est à quoi et à qui va servir le système qu'on cherche à développer. C'est la phase d'analyse des besoins du client. Le but de cette analyse, c'est d'établir le cahier des charges fonctionnel, c'est-à-dire la liste des fonctionnalités du système. On va également réfléchir à son interface et à la manière dont les utilisateurs vont interagir avec lui. On va donc essayer de répondre aux trois questions suivantes. Premièrement, à quoi sert le système? Quelles sont les tâches principales? C'est ce que l'on va appeler cas d'utilisation. Ensuite, qui va l'utiliser? Qui va interagir avec lui? Des humains, mais pas forcément, peut-être aussi d'autres systèmes d'information ou des systèmes physiques ou comme des capteurs. Tout cela, c'est ce qui fait partie de l'environnement du système. Enfin, qu'est-ce qui fait partie des tâches du système et qu'est-ce qui sort de son cadre? Est-ce qu'il va déléguer certaines vérifications, par exemple aller chercher des informations dans un autre système? Ça, c'est ce que l'on appelle les limites du système. Pour conduire cette réflexion, on va s'aider de différents outils. Les diagrammes des cas d'utilisation UML, évidemment, mais il est important de détailler les scénarios qui se trouvent derrière chaque cas d'utilisation dans un texte structuré. Et il peut être utile de réfléchir aux interactions entre les cas d'utilisation en utilisant des diagrammes de séquence. Mais avant de parler de cas d'utilisation, abordons la notion de scénario d'utilisation. Un scénario, c'est une suite d'interventions entre un ou plusieurs utilisateurs et le système, qui va permettre à l'utilisateur d'effectuer une tâche complexe. C'est pour effectuer cette tâche qu'il a utilisé le système. Il a donc un objectif à réaliser. Ici, on prend l'exemple d'un client d'un site de vente en ligne qui cherche à passer une commande. Le texte décrit les interactions successives entre le client et le système qui mènent à la réalisation de cet objectif. On voit que le client doit s'identifier, choisir une adresse, un mode de livraison et payer. Les petites actions qui composent ce scénario, cliquez ici, saisir ceci, ne sont que des briques qui permettent à l'utilisateur de réaliser son objectif qui est de passer une commande. D'ailleurs, il existe souvent plusieurs scénarios qui sont des petites variantes les uns des autres et qui réalisent le même objectif. Par exemple ici, si le paiement ne réussit pas du premier coup, le client peut recommencer et sa commande est finalement enregistrée comme dans le scénario précédent. C'est ce qu'on appellera cas d'utilisation. Finalement, ce sera l'objectif de chercher à réaliser ce que l'utilisateur doit effectuer dans ces scénarios. Ici, c'est le cas d'utilisation commandé qui correspond à un ensemble de scénarios possibles. Les cas d'utilisation vont donc être les fonctionnalités principales du système, celles pour lesquelles le système sera utilisé. On va décrire ces cas d'utilisation en UML en utilisant ce qu'on appelle les diagrammes de cas d'utilisation. Dans ces diagrammes, il y a deux éléments importants, les acteurs et les cas d'utilisation eux-mêmes. Un acteur, c'est tout ce qui peut interagir avec le système. Une personne physique, mais pas que, aussi un capteur, un logiciel, un autre système qui est extérieur au système qu'on cherche à développer. Un acteur va avoir un rôle à jouer envers le système selon sa manière d'interagir avec lui. Une même personne réelle peut avoir plusieurs rôles à jouer vis-à-vis du système. Par exemple, un internaute qui est administrateur d'un site web a le rôle de visiteur pour ce site tant qu'il n'est pas connecté en tant qu'administrateur. Un cas d'utilisation, comme dit précédemment, c'est une fonctionnalité du système visible de l'extérieur. Le cas d'utilisation est toujours déclenché par un acteur depuis l'extérieur du système. Le système ne s'active pas tout seul, il n'agit qu'en réaction à une stimulation extérieure.
on utilise un verbe à l'infinitif pour décrire un cas d'utilisation dans le diagramme. On voit qu'on ne décrit pas le fonctionnement visible extérieur du système et pas tout son comportement interne. Un diagramme des cas d'utilisation, c'est un dessin très simple où les acteurs sont représentés par des bonhommes, qu'ils soient humains ou pas. Les cas d'utilisation sont dans des bulles et on fait des traits entre les bonhommes et les bulles. Évidemment, ce n'est pas le dessin qui compte, mais ce qu'on écrit dedans. Très peu de texte est présent dans ce diagramme, donc il faut bien le choisir, aussi bien pour les cas que l'acteur. De manière générale, il faut être rigoureux dans le vocabulaire employé pour être sûr d'être bien compris par toute l'équipe et par ce qu'on va utiliser ce vocabulaire pendant tout le processus de développement. Pour bien faire, il est d'usage de faire un glossaire qui accompagne le diagramme dans lequel on détaille ce qu'on entend par client, visiteur, abonné, commandé dans le contexte du projet. Alors ici, que raconte le diagramme? Que dans le système qui s'appelle site de vente en ligne, on a un acteur dont le rôle est appelé client et qu'il peut déclencher le cas d'utilisation commandé. Un acteur est relié à un cas d'utilisation par ce qu'on appelle une association, qui signifie que cet acteur peut déclencher ce cas. Dans un cas d'utilisation, on va donc relier chaque acteur avec tous les cas d'utilisation qu'il peut déclencher. On prend tout de suite un exemple d'un guichet automatique bancaire où n'importe quel client peut retirer de l'argent et faire certaines opérations qui sont réservées aux clients de la banque propriétaire de l'automate. Ces clients sont reconnus clients de la banque une fois qu'ils ont inséré leur carte bancaire dans l'automate. On distingue donc deux acteurs qui peuvent interagir avec le système. Celui qu'on appelle client et qui ne peut que seulement retirer de l'argent, et celui qu'on appelle client de la banque et qui a accès aussi aux autres opérations en pouvant tout aussi bien retirer de l'argent. Ici, on ne détaille pas les interactions entre les acteurs et le système. Dans ce diagramme, on a juste identifié un ensemble de fonctionnalités et on a identifié qu'elles sont accessibles par deux types d'utilisateurs. On voit dans cet exemple qu'on peut se retrouver avec le cas commun à plusieurs acteurs. Par exemple, ici, on voit que tous les clients peuvent commander, mais qu'un client adhérent peut aussi utiliser ses points fidélité. Ce qui peut vite surcharger le diagramme d'avoir plusieurs associations entre les acteurs et les cas d'utilisation. Ce qui est embêtant car ce diagramme a pour but d'être synthétique et rapidement lisible. Donc on veut éviter d'avoir plein d'associations qui se croisent ou se répètent. Dans le cas précis où un acteur peut déclencher tous les autres cas d'un autre acteur en plus, des cas qui lui sont spécifiques, on peut éviter la redondance des associations en faisant apparaître une relation d'héritage entre les acteurs. Ici, un client adhérent peut faire tout ce que peut faire un client, c'est-à-dire commander, mais en plus utiliser ses points de fidélité en tant que client adhérent. On va donc supprimer l'association entre client adhérent et commandé et faire apparaître explicitement qu'un client adhérent est un cas particulier de client. Le diagramme dit la même chose que celui d'avant, mais il est tout simplement plus lisible. C'est d'autant plus vrai que si un client et client adhérent ont beaucoup de cas communs. Si on reprend notre exemple du distributeur, ajoutons un autre cas, recharger le crédit de son téléphone portable. Il sera plus simple et beaucoup plus lisible de faire apparaître un client de la banque comme un cas particulier de client. Un client de la banque peut faire tout ce que peut faire un client, mais en plus ajouter certains cas d'utilisation qui sont propres à son statut. Un autre cas peut également se produire où chaque acteur a des cas en commun, mais aussi des cas spécifiques. Donc ici, aucun n'est un cas particulier de l'autre.
Dans ce cas, on peut tout de même utiliser l'héritage d'acteurs en créant un acteur intermédiaire qui va rassembler les cas communs et dont va hériter chacun des acteurs du départ. Par exemple, ici, internautes et clients peuvent tous les deux parcourir le site et ajouter des articles à leur panier. L'internaute peut créer un compte pour devenir client et le client peut commander et modifier son compte. Client ne peut pas hériter d'internaute, il ne peut pas créer un compte car il en a déjà un. Pour rendre plus lisible le diagramme, on va créer un autre acteur, un peu artificiel, mais pratique, dont vont hériter internaute et client. On crée donc un acteur visiteur qui peut parcourir le site, ajouter des articles au panier. Du coup, internaute renommé en futur client est un visiteur particulier qui peut créer un compte et client est maintenant comme un visiteur particulier qui a déjà un compte et qui peut donc commander et modifier son compte. Maintenant, on va voir qu'on peut continuer à ajouter des informations au diagramme tant que le diagramme reste lisible et que cela ajoute réellement de l'information et pas du bruit. La première notion qu'on peut apporter, c'est la notion de l'héritage sur les cas d'utilisation eux-mêmes. On peut mettre en évidence qu'un cas d'utilisation regroupe plusieurs cas particuliers dont les scénarios diffèrent en partie, parfois totalement. Par exemple ici, commander un service et commander un produit sont des scénarios qui peuvent avoir des points en commun, mais qui diffèrent au moins pour la partie livraison qui n'existe pas pour un service. Aussi, on a un cas d'utilisation générique commandé, dont héritent commander un produit et commander un service, qui sont donc identifiés comme des cas particuliers de commander. Une autre information qu'on peut faire apparaître dans un diagramme de cas d'utilisation, c'est le fait qu'un scénario est une partie optionnelle. Cette partie optionnelle étant le scénario normal du cas d'utilisation, d'où l'étiquette Extends. Alors ici, il est possible de prendre une assurance pendant le scénario commandé, mais on peut très bien commander sans prendre d'assurance. Souscrire une assurance extend le cas commandé. On remarque que souscrire une assurance n'est pas un cas d'utilisation en soi, car ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire en dehors du scénario commandé. C'est un morceau du scénario qui peut apparaître au sein du scénario commandé. Dernière relation qu'on peut trouver entre les cas d'utilisation, la relation includes. On l'utilise seulement dans le cas où plusieurs scénarios ont un morceau de scénario commun qui a un sens fonctionnel à part entière. On dit que les cas d'utilisation incluent le cas qui représente la partie commune de ces scénarios. Ici, commander un produit et commander une place de spectacle sont deux scénarios différents du système, mais ils ont en commun qu'à un moment, il faut payer la commande, donc ils incluent tous les deux le scénario qui est appelé procéder au paiement. En synthèse, voici l'exemple précédent de l'automate bancaire dans lequel on a ajouté plusieurs choses. Tous les cas d'utilisation incluent le morceau du scénario correspondant à l'identification du client, c'est-à-dire dans le contexte l'insertion d'une carte valide qui est une carte propriétaire pour un client de la banque. D'autre part, quand un client de la banque effectue un virement, il a la possibilité d'enregistrer un nouveau bénéficiaire, ce qu'on fait figurer avec Extends. Ce diagramme reste lisible avec plusieurs nouvelles informations pertinentes. Il faut veiller à ce que ce diagramme reste clair, même quand il se complexifie. Quelques conseils. Limiter le nombre de cas d'utilisation par diagramme, quitte à faire plusieurs diagrammes si besoin, et utiliser les relations entre les cas d'utilisation includes
extends, héritage seulement s'il y a de la place et que cela apporte quelque chose sans nuire à la lisibilité. Dans la